Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Président directeur général du groupe Leclerc. Merci beaucoup. 560 magasins, 18% des parts de marché, 8,3% de croissance. Voilà, c'est une des caractéristiques du leader de la distribution que vous êtes. C'est Carrefour le leader encore. Nous sommes encore challenger. Encore challenger. Mais on va le tacler en 2015. Bon, mais alors vous venez pour parler d'un certain nombre de choses, mais moi ce qui m'importe, parce que je sais que c'est aussi votre souci, c'est le pouvoir d'achat des Français. On est à quelques semaines à présent maintenant de Noël, et c'est vraiment la préoccupation centrale. Et donc c'est pour ça que j'avais un peu envie de vous entendre comme chef d'entreprise, comme un des noms de la distribution, sur la conjoncture, sur les préoccupations des Français, de quelle façon on peut aider à augmenter et à doper la consommation. D'abord, comment vous l'analysez? On est, je le disais, à 15 jours des fêtes. Alors d'abord, déjà moi j'ai le regard sur 2013. Et 2013, je ne crois pas qu'il y aura la grande récession, il n'y aura pas de rupture, mais ça va être ça va être saignant pour les entreprises, ça va être très difficile. Et parce que justement, le pouvoir d'achat des Français va très clairement être en baisse, c'est plus discutable du tout. Nous avons fait faire des calculs par un bureau d'économistes indépendants, le BIP, qui table sur une baisse de 1% en 2013. À la fin de cette année, il était déjà en baisse. Donc, ça va avoir un impact sur la consommation défavorable. C'est clair. C'est quoi? C'est les augmentations des prix, le chômage. Voilà, il y a toutes sortes de facteurs. Petites choses. Alors, je le dis parce que tout le monde parle de l'inflation ou dénonce l'inflation quand elle est à 2 chiffres. Mais en fait, quand vous avez des salaires qui n'augmentent pas plus de 1-2%, au mieux, je ne sais pas sur BFM combien vous avez augmenté les salaires, le nombre de chômeurs s'accroissant vient comme une chape de plomb empêcher le montant des salaires de décoller. Il plombe le marché de l'emploi. Vous n'avez plus beaucoup de grandes allocations, beaucoup de grands transferts sociaux. Les organes sociaux, la sécurité sociale se disputent avec les mutuelles pour savoir qui remboursera le petit bout qu'on remboursera. Il y a un déremboursement du médicament, des soins. Et ça, vous le ressentez, vous, sur votre chiffre d'affaires et sur le comportement des consommateurs? Oui, je le vois d'une manière très concrète. Ça fait quand même, j'ai 35 ans de bouteille, je suis beaucoup dans les magasins, depuis que je suis tout petit en fait. Bon, ça fait plus de 35 ans, je triche. Mais j'ai jamais vu autant les consommateurs venir avec les catalogues, avec les publicités découpées dans les magasins, dans les journaux. On n'improvise pas. Non. L'achat est longuement arbitré dès que c'est lourd. Et même sur les dépenses alimentaires, entre le choix de manger du jambon ou une viande rouge de qualité, il y a des arbitrages, on le voit. Et les gens, à juste titre d'ailleurs, regardent plus la composition de leur panier, de leur caddie avant de sortir dans les magasins. Et ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Alors, est-ce que pardon, on en parlait beaucoup ces dernières semaines, est-ce qu'on cherchait à acheter français? Parce qu'on a fait la campagne là-dessus. Vous le ressentez, ça? Non, il y a un réflexe patriotique quand on répond au sondage. Qui peut être contre le soutien à l'économie française? Mais ce n'est pas un facteur d'achat. Entre nous, vous comme moi, on n'est pas habillé français, on ne s'est pas posé la question quand on a acheté des choses. Quand on achète une voiture, le réflexe Made in France est-il si clair que ça? Est-ce que Made in France, ça veut dire bon rapport qualité-prix? Ça veut dire voiture pas trop chère, certainement. Alors que pour d'autres, Made in France, c'est le luxe qui marche bien, mais notamment vis-à-vis des étrangers. Et puis, toutes les grandes... Donc, vous n'avez pas remarqué c'est un rapport particulier à ça. Le carburant, c'est un de vos produits phares. Que le carburant varie de quelques centimes ou pas, ça génère des flux, des rétentions. Lorsque nous avons, après les rencontres organisées avec Pierre Moscovici, décidé de bloquer dans les centres Leclerc le prix des carburants pour 3 mois, nous avons accru le chiffre d'affaires de 6%. C'est pas que les gens se transportent plus, on a pris des parts de marché sur d'autres parce qu'il y a une bonne élasticité, il y a une forte réaction à la baisse des prix. Et c'est partout pareil, dès qu'un distributeur fait une promo, dès que... on dit dès qu'un distributeur a une bonne image prix, aujourd'hui, il fait de la croissance. Il n'y a jamais eu autant de préoccupations sur le pouvoir d'achat, sur le prix des choses, sur le coût des choses. Et c'est souvent, ça s'exprime avec une augmentation du gaz de 2%, ça met la panique.
Vous voyez, à tort ou à raison. Enfin, là, par exemple, sur le carburant, il n'y a plus de dispositif. Le dispositif gouvernemental est achevé. Est-ce que quand même, on va chez vous trouver des bons prix? Oui. Alors, je ne veux pas ici faire de la publicité, mais on a maintenu quelque chose qui est assez proche du dispositif, puisque j'ai promis, au nom de tous les centres Leclerc, que d'ici les retours des vacances de Noël, on ne margera pas plus de 1% sur les carburants. Donc, on est très proche du prix coûtant. Je dis 1% pour être sûr qu'il n'y aura pas de polémique. Mais vous voyez, aujourd'hui, on continue de tirer le marché. Et vous faites aussi autre chose que vous annoncez aujourd'hui, alors qui suscite des réactions, parce que justement, vos concurrents disent qu'ils le font depuis longtemps. Vous voulez faire un pacte avec les PME, vous voulez vous intéresser et soutenir les PME, mais vous voulez vous substituer à l'État? Vous trouvez non, que... je ne change pas de modèle économique, et c'est à l'État, dans le plan de compétitivité, dans les relations, dans le pacte avec l'entreprise, c'est à l'État de faire ce qu'il faut pour que nos entreprises françaises soient performantes à l'export ou sur le marché français. Non, moi j'ai un modèle global qui consiste d'abord à être consumériste. Je m'occupe du pouvoir d'achat des Français, je veux vendre moins cher. Mais je me rends compte que pour arriver à ça, il y a une grosse compétition entre les grands industriels et les PME. C'est une donnée objective. Ce n'est pas par philanthropie que je m'intéresse aux PME. Je me rends compte que si on veut maintenir la biodiversité de l'offre et des entreprises, il faut que nous fassions un effort particulier sur ces PME, sur ces très petites entreprises. Et donc le gouvernement n'en fait pas assez? Parce que ça fait partie de son discours aussi, de soutenir et de enfin, sans interpeller les le gouvernement, ces entreprises sont plus pris de court par la volatilité des matières premières qui pèsent dans leur approvisionnement, par exemple. Et donc, on a pris des engagements forts. Enfin, on leur propose de prendre des engagements de force, celui d'avoir une plus grande visibilité sur l'année prochaine en concluant des accords dès la fin de cette année. Et comme ça, ils ont toute l'année pour savoir comment organiser leur chaîne de production. On a proposé aussi, nous, Leclerc, d'intégrer la hausse du coût des matières premières, à charge pour eux de les démontrer, hein, parce que vous savez, quand on vend un produit fini, souvent la part de matières premières, c'est pas si important. Mais nous sommes prêts à jouer ce jeu-là pour les garder auprès de nous. Et puis nous sommes engagés sur des délais de paiement aussi plus courts que les délais de la loi. Donc c'est pas du mécénat, c'est une volonté de dire, voilà, regardez, dans notre politique globale de réponse aux consommateurs, on vous propose un lien privilégié, enfin en tout cas une manière de négocier qui soit un peu plus soft que celle du marché plus aride. Mais quand même, je reviens à mon idée, ça veut dire que selon vous, la politique du gouvernement ne privilégie pas assez les PME, elles sont trop menacées par la conjoncture, elles ne se concentrent pas assez, donc elles ne sont pas assez puissantes. Il y a beaucoup de choses de bonnes dans le rapport gallois et même de la manière dont le gouvernement relaye ce rapport. Parce que vous savez, au-delà du jeu politique et de la manière des hommes politiques de se marquer, c'est vrai que même la droite n'a pas été non plus là dernièrement très forte sur le programme de compétitivité. Donc là, il y a quelque chose qui est établi, quelque chose qui fait débat, mais dans lequel le gouvernement s'investit. Après, on peut discuter de la manière dont c'est financé, hein, ça c'est clair, ou de la manière dont tout ça va être mis en œuvre. Aussi, la manière dont l'État lui-même ne fait pas l'économie de ses réformes structurelles encore. Quelle critique, par exemple, sur la manière dont c'est financé? Vous êtes contre l'augmentation de la TVA? Vous êtes contre l'augmentation? Non, mais par exemple, le gouvernement est allé chercher dans les fonds de participation et d'intéressement des entreprises. C'est les salariés qui vont payer ça. C'est-à-dire que très clairement, dans les centres Leclerc, on donne à 95% des centres Leclerc qui font du profit, on donne 25% des profits avant impôt au personnel. Tout, depuis l'hôtesse de caisse jusqu'au chef de rayon, etc. Le gouvernement s'invite comme ça en fin d'année et dit... il y a de l'argent, je prends, j'augmente le forfait social. Alors, c'est moins d'argent pour les salariés. De même, la taxation sur les heures supplémentaires. Bon, c'est vrai. Ça vous a handicapé, vous considérez? Ça handicape nos salariés quand même. Hein, c'est parce que c'est pas pour autant qu'on va créer des emplois en CDI, quoi. Et donc là, je trouve que ça n'a pas été pensé. D'ailleurs, la réforme fiscale n'a pas été pensée. À part le haro sur les riches qui a un côté, comme disait Michel Rocard, un côté revanchard sur la richesse. Et c'est pas structuré. L'impact n'est pas vraiment étudié. Donc tout le monde a compris aujourd'hui que tout le monde va être atteint par cette réforme fiscale, ne serait-ce qu'avec la modification des
tranche d'impôt. Beaucoup de nos salariés, de nos cadres, par exemple, sont touchés. Et ça va peser sur le pouvoir d'achat et donc sur la consommation. Et vous-même, comme patron, comme riche, entre guillemets, comme Français riche, comment vous le vivez? Vous apprêtez à payer la taxe des 75%? Vous pensez à l'exil fiscal? Que sais-je? Moi, si je m'exile un jour, ce sera en Bretagne, du côté de Concarneau, des Glénans. Non, je peux pas. Moi, je me sens, alors pour le coup, patriote, même si c'est un Breton qui le dit, pardonnez. Mais non, je trouve que je veux me battre contre une fiscalité qui est mal conçue, qui est inefficace, qui est provocatrice, qui fait fuir les riches. C'est un peu idiot, quoi, qu'ils aillent chez Cameron ou en Belgique. C'est vraiment contre-productif. Au-delà de la morale, c'est contre-productif. Il y en a tant que ça, vous en connaissez beaucoup? J'entends beaucoup de consultants, de fiscalistes qui disent qu'une grande partie des fortunes françaises ou même des investisseurs, et même les jeunes, regardez, ça ne les impacte pas positivement. Hein. Beaucoup de jeunes vous disent je vais aller à Londres, même si c'est un peu irrationnel, quoi. Donc il y avait un moyen, je pense, de faire contribuer plus par la solidarité, même les hauts revenus, que de tenir ce discours au-delà d'1 million, je prends les 3/4, etc. C'est sûr qu'on est un pays endetté. On est endetté à l'égard de qui? À l'égard des riches. Et vous leur tapez dessus au même moment, ça ne va pas. En tout cas, vous restez et vous payez. C'est ce que vous nous dites. Je reste. La plupart de mes adhérents, je pense la totalité des adhérents, ont des sociétés qui investissent en France, qui créent des emplois. On va créer 3000 emplois cette année-là, et 2800 encore l'année prochaine. Vous allez utiliser les dispositifs du gouvernement, les emplois d'avenir, les emplois seniors, les contrats de génération? Oui, on va les utiliser. Je ne sais pas comment on va utiliser vraiment le contrat générationnel, là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Le passage de relais entre un senior et un jeune. Ouais. Enfin, dans une entreprise, c'est très concret. Hein. 2 personnes qui ne se connaissent pas, pour faire duo, ça ne fonctionne pas comme ça facilement. Et puis dans nos métiers, qui sont des métiers très terre-à-terre, de service aux clients, etc., comment un chef boucher senior va parrainer un jeune chef de rayon qu'il ne connaît pas. Il lui apprend le métier. Mais attendez, pour apprendre, il faut avoir été formé à former. Ouais. Hein, nous, on vient du terrain. Enfin, beaucoup de nos salariés aussi viennent du terrain, parce que c'est un des avantages de la distribution, c'est qu'on a des métiers d'insertion. On n'est pas obligé d'avoir des diplômes gigantesques pour rentrer dans la distribution, et on peut y faire carrière malgré ça. Donc, je ne sais pas trop comment ça va fonctionner. Mais en tout cas, bienvenue à tous ces dispositifs, si ça peut marcher. Mais nous, on n'a pas attendu ces dispositifs pour créer des emplois, pour investir au pays. Hein, Michel-Édouard Leclerc, on sait que vous avez des relations d'amitié avec Nicolas Sarkozy. Vous étiez un de ses copains. Oui, je l'aime bien. Non, je n'étais pas son copain. En fait, on se voit très peu, mais on s'entend bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu. On peut se critiquer, on peut s'envoyer des beignes. Ça m'est arrivé d'être pris en otage dans un débat Hollande-Sarko sur le blocage du prix des carburants, etc. Mais je lui reconnais, moi, son talent, son énergie, y compris ses défauts, quoi, qui font partie du personnage. Et je pense qu'il pense la même chose de moi. Et donc, vous le voyez parfois, là? Quelquefois, oui. Mais je pense que c'est la mission d'un chef d'entreprise aussi. Pas simplement de plaider pour ses intérêts corporatistes, ses intérêts financiers, la baisse de charges. Il faut aussi qu'on dise ce qu'est l'entreprise à l'homme politique. Et d'ailleurs aux consommateurs, on ne le dit pas assez. Moi, je ne me reconnais pas dans le discours du MEDEF, je ne me reconnais pas dans le discours des fédérations. Il est trop monopolisé. Par les très grandes entreprises. Oui, il faut dire aussi ce qu'on aime, le métier qu'on aime, ce qu'on produit. Et je pense que l'homme politique doit entendre ça aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir, nous, chefs d'entreprise, de discours. On ne peut pas contester à l'État son interventionnisme, cette manière de prélever l'impôt, d'être toujours là dans la sphère économique, et en même temps, aller lui demander des contributions, des subventions. Ça ne le fait pas. Moi, j'ai rien à demander à l'État. C'est ça la particularité Leclerc. Ouais. Qui est très jalousé, hein, puisque sur votre plan en PME, vos concurrents ont dit mais on n'a pas attendu pour le faire. Non, mais c'est bien s'ils l'ont fait. C'est le show Leclerc, il fait son show, et voilà, c'est sa manière de communiquer. On le sait, vous adorez la pub, vous adorez la communication un peu provocante. Combien d'entre eux se sont engagés à payer plus court, plus rapidement les PME? Combien d'entre eux se sont engagés à répercuter la hausse des matières premières? Voilà, c'est concret. S'ils le font, c'est bien. Moi, humblement, que ce soit après ou avant les autres, je viens vous dire les engagements des centres Leclerc. Ça mérite, je ne crois pas, d'être décrié. Et je ne décris pas ce qu'ils peuvent faire par ailleurs. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous. Dans un instant, c'est Alain Marchal qui va animer l'édition spéciale. Et je serai avec Olivier Mazerolle à ses côtés. À tout de suite.